Eh bien, bonjour, c'est un plaisir récidivé parce qu'en octobre dernier, j'avais le plaisir de recevoir Tal et Joanne pour parler d'émotions, de bonheur, de comment on peut être dans l'autoresponsabilisation par rapport à notre mieux-être. Et on a tellement apprécié l'expérience qu'on s'est dit, on en fait une autre. Alors, avant que je vous les présente, que je vous présente le thème d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bienvenue dans cet univers, dans l'univers de Tal et Joanne également. Et je me présente quelque peu. Je suis Lynn Bolduc, conférencière, formatrice. J'ai travaillé depuis 30 ans. J'aime pas le mot travailler, mais j'ai œuvré, j'ai partagé, contribué depuis 30 ans à aider l'être humain à être dans la prévention au niveau de son mieux-être global, dans la joie de vivre, compréhension des émotions. Bref, tout l'aspect humain est une passion pour moi. Je suis auteur de plusieurs livres, dont un sur la dépendance affective et l'amour qu'on va parler aujourd'hui. Mais le but, c'est de vous parler également et surtout de Tal et Joanne que je reçois aujourd'hui. On va parler de bonheur, d'amour, la dépendance affective, qu'est-ce que ça vient faire au cœur de tout ça. Et c'est un couple d'expérience qui en a beaucoup à raconter, à partager parce qu'ils sont Tal et médecins, Joanne, chamane, thérapeute, psychothérapeute. Leur liste de compétences, j'ai passé d'une page pour la citer. Ils ont des dizaines et des dizaines de livres. Ils ont œuvré à travers la planète pour partager leur savoir, leur amour, leur expérience et tout ça. Alors, Tal et Joanne, merci d'être là et bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir tout le monde et nous sommes également très très heureux d'être avec vous. Avec Lynn, il y a toujours des très très belles choses qui passent et lorsqu'on est ensemble, eh bien tout le monde rayonne, hein, même ceux qu'on ne voit pas à l'écran. Ça nous fait vraiment sourire de bonheur justement dans ce sujet. On Alors c'est est vrai que interconnectés. Lynn nous a présenté déjà bien amplement, mais en fait, nous sommes à Madagascar maintenant, et les consultations à distance ont vraiment pris de l'ampleur parce que les gens qui nous connaissaient depuis l'Occident continuent à faire confiance à notre façon donc de soigner, de nous occuper de leur bien-être. Alors, on aide les gens à jeûner, on aide les couples à se faire, et même malheureusement des fois à se défaire, parce que des fois, lorsque les gens sont tellement deviennent violents dans leur façon de faire, que ça vaut la peine des fois de sortir justement de cette dépendance affective. On va y revenir sûrement. Et donc, une petite séparation. Nous aussi, ça nous arrive à des moments où ça ne passe plus de prendre du temps, de se séparer jusqu'à ce que tout s'apaise pour de nouveau pouvoir reprendre la discussion. On fait des séances de channeling aussi, des guides spirituels, des anges qui nous connaissent tellement que ils nous décrivent de manière inattendue. Alors souvent les gens souffrent parce que ils ont des channels qui racontent des belles choses, mais sans vraiment montrer que ils peuvent aller dans leurs histoires personnelles, comme si ils étaient vraiment des vieilles connaissances. Mais on découvre aussi que ça fait peur aux gens aussi, lorsque les guides nous connaissent tellement, décrivent la façon dont nous vivons, nos comportements, nos émotions, ce que nous avons déjà traversé. C'est c'est incroyable, inimaginable. Et on continue à travailler sur nous. Ce n'est jamais fini et la vie de couple, ce n'est jamais acquis à nos yeux. Et donc, on continue à travailler, surtout lorsqu'on touche des zones de blessures pas complètement guéries, pas complètement éclairées. Des fois, on retombe pour pouvoir mieux remonter. Mais la bonne nouvelle, c'est que on remonte toujours plus haut. Et donc, on ne tombera plus Non, vraiment pas. et ce qui est passionnant, je trouve, dans ce travail, c'est la compréhension, c'est ce que nos guides expliquent, c'est que chaque être humain est là pour évoluer. Et évoluer, c'est-à-dire, c'est pouvoir avancer vers toujours plus de conscience et d'être toujours plus guidé par son corps de lumière plutôt que par les mémoires du passé.
Mais c'est tout un travail à faire parce que chaque fois que quelque chose nous touche émotionnellement, on peut avoir peur, on peut être triste, on peut être en colère, et chaque émotion, on a tendance, pour la gérer, à repousser l'autre. C'est à cause de toi que je souffre. Et là, on est dans des schémas de dépendance parce qu'on fait dépendre notre bonheur des autres. Et au moment où on découvre qu'au lieu d'en vouloir à l'autre, parce qu'à cause de lui, etc., lui nous montre quelque chose qui est à l'intérieur de nous, là, c'est vraiment passionnant. Au lieu de dire, tu me mets en colère quand tu claques la porte, c'est de dire, grâce au fait que tu as claqué la porte, je vois que j'ai de la colère et que j'ai quelque chose à faire avec ça. Et là, on va pouvoir, parce que changer les autres, comme vous le savez, c'est très difficile. C'est possible un peu, mais l'élément clé, c'est d'abord se changer soi-même. Et au moment où on travaille là-dessus, c'est vraiment palpitant parce que chaque occasion de la vie va nous permettre de faire un travail d'évolution de conscience à l'intérieur et de comprendre qu'est-ce qu'il y a en nous qui a été blessé, qui est traumatisé, et on va pouvoir peu à peu libérer ces mémoires. Oui, On parce va que avancer, on va sûrement revenir sur le sujet tout à l'heure, on a parce beaucoup à qu'on dire, a hein? développé. On est le dénominateur commun de qu'est-ce que l'on vit également. Tu sais, je me dis, les personnes qui sont sur notre route, il y a quelque chose vibratoirement qui fait qu'on les a attirés, ces acteurs et ces actrices dans notre pièce de théâtre de vie. Et les gens qui auraient manqué la première vidéo qu'on avait fait au mois d'octobre, le lien est dans la description en dessous aussi. Vous avez le lien de Tal et Joanne, le mien au niveau des sites Internet, là, Santé, disons, Global World, tout est là. Donc, et vous avez cette entrevue qu'on avait fait là, sur les émotions notamment. Mais oui, c'est ça un des grands défis de l'humain. Puis on dit qu'une majorité des gens ne sont pas pleinement heureux en amour. Je me dis, on est des couples. Moi, je regarde aujourd'hui, je suis vraiment une femme très, très heureuse en amour, mais d'en arriver à comprendre cette mécanique, entre guillemets, intérieure d'auto-responsabilisation, dont on cesse de confier ce pouvoir à l'autre pour en arriver à dire quels sont mes territoires non négociables, de quoi j'ai besoin, moi, comme homme, comme femme, pour être une personne qui s'épanouit et que quand je vais à la rencontre de ça, je vais être en accord avec moi. Et oui, s'il arrive quelque chose dans le comportement de l'autre, la dépendance affective, comme vous disiez si bien tous les deux, c'est de rendre l'autre responsable. On n'en est plus là. Vibratoirement parlant, on est invité à être notre propre éclaireur dans cette conscience, comme vous l'avez si bien dit aussi. Qu'est-ce que j'ai comme rôle à jouer dans mon bonheur et l'autre est juste un déclencheur de mes bonheurs ou de mes réactions limitatives. Donc, c'est là qu'on devient un adulte conscient, puis que ça change tout. Parce que oui, cette majorité-là, en tout cas, quand j'avais œuvré dans plusieurs ateliers de week-end et tout ça, j'en fais encore un peu des choses au grand public, mais je m'apercevais qu'une majorité de gens ne sont pas pleinement heureux en amour. Et on a eu un psychologue très connu au Québec qui travaillait en France aussi, Yvon Dallaire, qui est décédé maintenant, mais qui mentionnait souvent 80% des gens ne seraient pas heureux en amour. Donc, le chiffre est gros, peut faire peur, mais c'est juste un manque d'outils, je trouve, qui a été là. Et quand on revient à soi, puis qu'on se dit, hey, c'était peut-être des cadeaux mal emballés que j'ai vécu, les grands détours, puis on comprend qu'il y a eu de la violence pour certaines personnes. Il y a eu des gens qui ont rencontré des personnes pervers narcissiques. On n'est pas blanc comme neige, soi-même. Qu'est-ce qu'on a à apprendre si on rencontre une personne toxique ou, j'aime pas le mot, mais c'est une réalité des faits aussi? Bien, prends ta place, ma fille, là. Repositionne-toi, sois dans ton pouvoir personnel, ouvre tes volets, connecte-toi à ta lumière. C'est un peu tout ça aussi. Et je pense que dans votre parcours, bien, on a chacun nos diplômes quelque part. Où est-ce qu'on a eu à apprendre de la vie, à se repositionner? Qu'est-ce que je veux être, moi, par rapport à moi et en amour? Alors, je vous relance la parole dans tout ça. Oui. Alors, pour moi, on ne peut pas entrer dans cette histoire d'amour et de dépendance affective sans commencer par se reviser en ce qui concerne ce qu'on appelle s'aimer soi-même. Très peu de personnes savent vraiment ce que c'est que s'aimer soi-même. Par exemple, de se toucher, de se dire bonjour, de se dire des mots gentils, de se reconnaître comme étant une beauté, comme étant une déesse, un god en anglais, c'est beaucoup plus simple que quand on dit un dieu en français. Ça fait un petit peu lourd pour les judéo-chrétiens parce que c'est comme si on était très égocentriques.
j'ai remarqué qu'énormément de gens ont du mal à se parler d'amour déjà et à éprouver un réel amour concret pour eux-mêmes. Donc, on a beau déjà le dire, la plupart des gens savent que on ne peut pas aimer les autres sans commencer par s'aimer soi-même, mais très peu comprennent exactement ce que ça veut dire de s'aimer soi-même. Même pour moi, depuis peu de temps, quelques années, lorsque je me réveille dans mon lit ou même lorsque j'ai des petites crises d'inquiétude sur n'importe quelle réalité, de n'importe quel pan de ma réalité, je me touche souvent dans mon lit et je me parle comme si je canalise mon propre âme en me disant, je suis là, Joanne, je t'aime, Joanne, tu n'es pas seule, Joanne. L'autocompassion, hein? Oui, Aussi. la force est avec toi. La voix me dit toi comme si j'étais à l'extérieur parce que dans ma croyance, c'est de ça dont j'ai besoin. Comme une voix parentale, comme une voix amicale, comme une voix... parce que justement, dans ces dépendances affectives, on aime quand ça vient de l'extérieur. Mais au lieu d'attendre que ça soit vraiment quelqu'un de l'extérieur, on n'a qu'à channeler soi-même son propre âme pour nous parler de l'extérieur en nous rappelant, tu es là, je suis là, tu n'es pas seul, tu es une personne très courageuse, tu as une très belle âme, tu as fait un long chemin. Regarde, je te touche, je suis là avec toi, Joanne, je t'aime, Joanne, je t'aime, Joanne. Au début, je le disais, c'était un peu léger, mais plus j'entre dedans, plus ma voix devient réellement enveloppante, chaleureuse, respectueuse et c'est vraiment délicieux. Et là, c'est vrai que je ne suis jamais seule parce que j'ai toujours quelqu'un avec moi. Cette voix ne m'oublie jamais, ne m'abandonne jamais. Elle est la fidélité dont j'ai toujours rêvé et qui n'est pas à l'extérieur au fond. Tellement. Puis les Mais il y a un point inconforts, très ce sont des... important. J'avais juste une petite parenthèse. Les inconforts sont souvent l'indicateur de cette connexion à faire avec soi. C'est vrai. On se sent Mais comme ce qui est sortir de ça, important, on revient. Oui, ce qui est important dans cet amour de soi, c'est de bien comprendre que nous ne sommes pas un bloc. Nous ne sommes pas un personnage. Nous avons beaucoup de personnages intérieurs, c'est ce qu'on appelle nous les sous-personnalités psychoactives ou SPPA. C'est un enseignement qui a été beaucoup développé par Johan et ses guides. Et c'est passionnant, c'est de comprendre qu'un être humain, il n'est pas un bloc, il n'est pas une personne, il est multidimensionnel, un peu comme une fleur qui a beaucoup de pétales, et chacun de nos personnages a un niveau de conscience différent. Donc on peut avoir des personnages magnifiques, oh, lumineux, extraordinaires, puis d'autres personnages qui sont encore non pas mauvais, mais immatures. Donc la clé, ça va être de pouvoir, les personnages qui sont déjà dans la lumière, ils n'ont pas besoin d'amour, ils sont déjà là-dedans. Mais c'est de pouvoir amener cet amour et cette lumière dans les caves de nos personnages qui sont encore grognons, méchants, désagréables, qui veulent tout casser, enfin, ils sont immatures. Et la grande difficulté, c'est que pour beaucoup de gens, ils essaient de les mettre de côté. Ah non, 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 c'est pas moi ça. Et ils veulent se faire croire qu'ils sont dans l'amour et qu'ils sont. Mais c'est un grand mensonge de ne pas voir qu'on a en nous des personnages, franchement, terribles, malfaisants, désagréables, etc. Et la clé, c'est qu'il va falloir leur apporter l'amour et les éduquer. Si on a un personnage, par exemple, qui est là furieux et qui dit « ouais, c'est comme ça, je suis toujours seul, etc. » Ben, c'est pas de lui dire « non, 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 je veux pas entendre parler de toi. » C'est de lui dire « allez, viens dans mes bras, je vais t'apprendre à lâcher ta colère et à t'ouvrir et je t'aime. » Et cet amour pour nos personnages les plus sombres, c'est ce qu'on appelle un peu apprivoiser nos démons. C'est se rendre compte que nos facettes sombres ne sont pas là pour qu'on fasse comme si on ne les avait pas et qu'on se donne l'illusion d'être quelqu'un développé spirituellement, mais qu'on aille plonger l'amour et la lumière dans ces personnages encore immatures. Tellement. Aller à la rencontre de ça, c'est comme un exercice que j'ai souvent fait faire en conférence ou en atelier, tout simple, mais on imagine ce personnage-là, cette partie de soi qui agit ainsi, et si on s'aperçoit qu'elle est à l'encontre de notre fluidité, de notre bonheur,
de la faire venir vers soi. Comment je me sens quand je la regarde avec les yeux de l'amour, comment je peux l'envelopper, l'accueillir dans tout ça. Je trouve ça intéressant dans l'axe que vous allez parce que ça correspond à cet univers qui vient nous pacifier intérieurement plutôt que d'être dans le contrôle. Et en passant, chaque personne qui nous écoute, je vous invite à commenter, à partager la vidéo. Plus qu'on fait circuler, plus qu'on peut contribuer à aider des gens, à inspirer. Alors, allez-y de vos commentaires, ne serait-ce que de quelle ville, quel pays vous nous écoutez, en quoi ça fait écho pour vous, tout ça. Allez-y allègrement. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de se sentir en cohérence tout le monde ensemble. Alors, oui, merci pour ce partage par rapport au personnage. C'est vraiment et l'amour de soi, comme tu disais, Joanne aussi. Alors, je vous relance l'inspiration à partager. Non, mais c'est très important ces histoires de personnages. En ce qui me concerne, depuis mon enfance, je les vois de mes yeux autour de la tête d'une personne et je peux décrire leur conversation, l'opinion qu'ils envoient dans une situation donnée que l'on traverse. Et j'ai découvert que l'erreur humaine, c'est en fait d'avoir complexé, culpabilisé les gens lorsqu'ils sont avec des personnages qui n'aiment pas, des personnages qui sont dans le non-amour. On a du mal à l'admettre, surtout quand on a déjà fait des démarches spirituelles. C'est comme si ça fait honte d'avoir un personnage qui n'est pas aimant en soi. Donc, on aimerait englober tout son être de lumière pour passer pour des êtres hyper élevés, évolués. Mais le fait de ne pas attraper ces personnages main dans le sac entraîne deux conséquences. La première, c'est qui est-ce qu'on va guérir en soi si ce ne sont pas les personnages immatures, non évolués, voire malades. Et ensuite, la deuxième conséquence, c'est si on n'est pas capable d'accepter, de montrer dans la lumière ses propres personnages, comment peut-on ne pas porter de jugement face aux autres quand ils sont en phase avec des personnages non évolués? Or, il faut savoir que même un enfant, chaque enfant en bas âge peut avoir au moins une facette qui n'aime pas du tout son père, qui n'aime pas sa mère, qui n'aime pas ses frères ou sœurs. Et c'est le moment de trouver ça normal. D'autant plus que si on considère que nous venons de loin, que nous pouvons même avoir eu des vies passées, à défaut de remonter seulement dans l'enfance, on a eu des relations pas toujours agréables avec ses parents, qui ont pu être ses enfants, qui ont pu être des politiciens qui nous ont enfermés, qui ont pu être des médecins qui nous ont attachés, qui ont pu être nos geôliers, etc., etc. Et de même, nous, les enfants, malgré nos âges, même très jeunes, si nous venons d'un passé de vies antérieures, nous ne sommes pas toujours ces petits enfants angéliques, innocents et naïfs qu'on essaie de nous faire croire. Donc, si on arrivait déjà à avertir l'humanité, ne dit-on pas un homme averti en vaut deux, une femme aussi, j'ai envie de rajouter, si on informe l'humanité que c'est normal, tout à fait normal, mais qu'on ne va pas laisser les situations telles quelles pour autant, mais qu'on va vraiment développer l'art d'aller à la recherche de ces personnages traumatisés du passé qui ont encore des jugements de valeur et qui peuvent encore détester ou avoir peur immédiatement. On parle dès qu'on voit quelqu'un, on n'a pas d'atome crochu. C'est pas vrai du tout cette histoire d'atome crochu. C'est on s'est connu à un moment ou à un autre. Et ça revient face à la vibration émise. Au lieu d'avertir les êtres qui se disent, tiens, si je ne suis pas aimant ou si je suis méfiant ou si j'ai envie de fuir, c'est que cette personne a en elle, non pas sa totalité, mais a en elle un personnage qui a à voir avec moi et avec qui je peux faire un bout de chemin pour me guérir et pour permettre à ce personnage de se guérir. En ce moment-là,
on sera honoré de rencontrer des gens avec qui on n'a pas d'atome crochu d'entrée. Parce que c'est le signe même qu'il y a un travail à faire. Mais au lieu de ça, nous sommes encore dans un monde où on change de trottoir, où on porte des jugements, on est dans la délation. Et pire même, on raconte aux autres ce qu'on a vécu avec la personne, de manière à ce que la haine des autres tombe également sur la personne et le rejet est là et l'abandon. Qui entre nous n'a pas vécu ce genre de situation? Donc, si on veut sortir de ces dépendances affectives, ces dépendances, c'est pas seulement qu'on s'accroche et qu'on aime, et ces dépendances peuvent aussi nous pousser à fuir, à abandonner. Ce sont les mêmes dépendances, mais qui se traduisent autrement et que l'on vit autrement. Et ça rejoint l'histoire donc des pervers narcissiques et tout ça. Les pervers narcissiques, ils ont eu leur traumatisme qui les ont rendus narcissiques et pervers. Ils sont à la recherche d'amour plus grand, d'être plus éveillés, qui ont la force vraiment de pouvoir se conduire en bon parent, en bon ami, en bon thérapeute. Mais si en face de soi, parce qu'on est pervers, on a Vadré, rétro, Satanas, mais où est-ce qu'ils vont se guérir? Au contraire, leur maladie s'aggrave. Et les personnes qui se méfient d'elles, qui les rejettent, qui les montrent du doigt, qui les jugent dans les réseaux sociaux, ont un karma avec ça. Il ne faut pas oublier, nous sommes conçus pour rencontrer exactement les malades que nous avons le potentiel de soigner. Et si on ferme la porte du cœur, pour moi, c'est comme si dans cette vie-ci, on se refuse la guérison, mais ça sera alors quand? Bien sûr que c'est important. C'est dur, difficile. Oui, tout à fait. Puis je t'entends très bien, Joanne, aussi. On ramène ça sur le terrain. On se retrouve aujourd'hui avec une personne qui serait dans sa maison, avec quelqu'un qui est de tempérament pervers narcissique. Il y a une violence verbale qui est là et autres. La personne pourrait se dire, ouais, mais il faut que je tente de la guérir ou autre. Tu sais, je fais attention aux mots sur YouTube et tout ça, mais on est dans un contexte qu'on comprend. Et puis, je me dis, il y a un piège à la dépendance affective où est-ce qu'on tombe dans le rôle de sauveur du monde aussi. Je vais tellement l'aimer, cette personne-là, je vais tellement faire ce qu'elle veut qu'elle va finir par m'aimer. Mais il y a un autre niveau de conscience, je trouve, à aller chercher. Oui, une personne narcissique va venir nous enseigner quelque chose, mais on a besoin de reprendre notre pouvoir personnel et non de la détester, cette personne-là, parce qu'on l'a attirée. C'est clair, ça nous arrive dans notre vie. Donc, s'aimer assez pour dire, regarde, son bonheur va être ailleurs qu'avec moi s'il le faut. On parlait des séparations qui s'imposent parfois. Bien, il y a des gens, on pense des fois qu'on va pouvoir les changer. C'est faux, on ne peut changer personne. On ne peut qu'aller tirer un enseignement de tout ça pour se repositionner par rapport à soi-même et se dire, cette personne-là, elle est libre et heureuse. Maintenant, je suis libre et heureuse. Nos chemins prennent des directions différentes et je lui souhaite le meilleur. Moi, pour avoir vécu quelques périodes difficiles dans ma vie comme ça, quand on la traverse, la période, c'est dur. Moi, je me suis déjà retrouvée à pleurer à quatre pattes à terre de dire, je vais mourir. Est-ce que je vais être capable de m'en sortir dans une situation que je pense en particulier? Mais c'était de là, j'ai réalisé que je confiais souvent ma sécurité intérieure aux autres parce que j'étais une petite fille timide quand j'étais enfant. J'ai vécu de l'intimidation beaucoup à caractère sexuel à l'adolescence. J'avais de la difficulté à me reconnaître comme femme, de reconnaître, comme on a dit au début, la déesse en soi. Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est qu'on est une énergie divine, une énergie de source qui mérite de s'exprimer dans sa pleine liberté. Mais tant qu'on ne connecte pas à ça, moi, je confiais beaucoup ma sécurité. Je me sentais insécure par rapport aux hommes, par rapport à plein de choses dans la vie. J'avais beaucoup de peur. Donc, quand je me suis retrouvée à m'effondrer comme ça, à dire je m'éteins là, dans cette situation-là, je me suis libérée. De là, je suis partie et la peur a été terminée. J'ai accédé à mon pouvoir personnel. Mais Oui. cette personne-là, même si on ne souhaite aucunement de vivre des difficultés, ça m'a amené plus loin quand même. Mais il y avait un enseignement à aller chercher. Et c'est ça notre responsabilité. Si on dit c'est l'autre qui n'est pas correct, on n'avance pas. Mais si on se dit, Oui. OK, qu'est-ce qui fait que j'ai cette personne-là sur ma route? J'en fais quoi?
on ouvre un autre espace, là. C'est pour ça que je tiens vraiment à amener des précisions importantes à ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit de rester subir. Je n'ai pas dit de rester dans le don de soi. J'ai parlé d'abandonner ou de fuir lorsqu'on émet seulement un jugement. Mais rien ne nous empêche d'évaluer notre propre force, notre capacité à accepter, à prendre l'autre dans les bras ou en charge. Et si on n'y arrive pas, s'en aller à un moment ou demander l'aide de quelqu'un d'autre. Passer une annonce, demander autour de soi qui peut me relayer, parce que juste là, je ne peux plus, sinon il en irait aussi de ma propre vie, de ma propre santé. Donc attention. Mais par contre, moi, j'ai découvert que lorsque je prends ça vraiment comme étant une mission, la personne est une mission que mon âme m'envoie à moi-même. Et au lieu de d'étaler définitivement et de porter un jugement, de montrer du doigt, de dénoncer sur les réseaux tout le temps, à chaque fois que je souffre, je reviens et quand j'y arrive, oh merveille! Tellement. Parce que c'est Une dépendance qualité à de la réaction bonheur. et à l'attention. Oui. Je me sens avoir vraiment grandi. Et là, naturellement, les situations s'estompent, s'arrêtent et ce genre de personne ne se trouve plus sur mon chemin. Parce que ça montre bien que ce n'est pas que elle qui avait besoin de moi, mais que moi, j'avais aussi besoin d'elle pour pouvoir m'élever un petit peu plus haut et entrer dans un amour beaucoup plus divin que l'amour intellectuel avec lequel j'ai grandi. Oui. Tellement. Oui. Et moi, ce que j'ai vu de passionnant avec ça, c'est que chaque occasion qui nous touche, on a deux attitudes possibles. Ou bien je repousse, c'est l'autre qui, j'en ressors pas, ou bien je prends ça, je le garde et je souffre. Donc, ou bien je vais fermer la porte, ou bien je vais avoir un poids. Mais si je prends, par exemple, si l'autre m'agresse, si je me dis, ah, il voit que j'ai un côté guérisseur, donc il ne sait pas gérer sa colère, il me l'envoie. Mais moi, je peux apprendre à capter cette énergie et à la lâcher. C'est ce que font les chamans. C'est laisser le corps éliminer, c'est ce qu'ont fait les enfants de 3 ans, c'est éliminer l'émotion de l'autre à travers mon corps à moi. Au moment où je fais ça, tout d'un coup, l'autre, il se sent mieux et j'ai fait un acte thérapeutique. Je lui ai fait du bien. Idéalement, après, je vais dire, danse avec moi. Mais ça, c'est s'il est disponible. Mais l'idée de base, c'est que toute situation qui nous touche est l'occasion d'apprendre à mieux gérer nos émotions et celles de l'autre, plutôt que repousser ou prendre les émotions des gens autour de nous et puis après on souffre. Oh là là, j'en peux plus. Parce que c'est un équilibre. Et c'est ça, moi j'ai remarqué dans le monde, les gens qui ont du charisme, c'est ce qu'ils font. C'est que quoi qu'on leur envoie, de la haine, de l'amour, ils prennent, ils acceptent, ils accueillent, mais ils ne gardent pas, ils lâchent. Et comme ils lâchent tout de suite, eh ben, ils restent toujours alignés. Et c'est ça le message de notre âme, c'est de nous dire, quoi qu'il t'arrive, si tu l'accueilles, tu l'acceptes et tu le laisses partir, ça ne durera pas. Donc, il y a un moyen de ne plus ni garder, ni renvoyer vers les autres. Mais j'ai découvert pour moi que je ne peux pas seulement lâcher les émotions, c'est-à-dire extérioriser ma colère ou ma tristesse, même si c'est important de lâcher les émotions. J'ai besoin aussi de comprendre, de saisir le pourquoi et comment ça se passe et comment je peux grandir dans la situation. Donc, ça veut dire que dès que je lâche les émotions, je dois aussi, c'est là que le cerveau gauche et le cerveau droit doivent être en balance. Si je ne suis que dans le cerveau gauche, je veux comprendre, mais je ne lâche pas du tout les émotions et je ne me permets pas d'avoir des inspirations. Mais si j'ose quand même aussi comprendre ce qui se passe, comprendre de quoi j'ai réellement besoin pour créer ça, ou qu'est-ce que l'autre me demande exactement en fait, quitte à découvrir que je n'arrive pas à l'apporter. Je n'arrive pas à me l'apporter comme je n'arrive pas à le lui apporter. Le résultat n'est pas le même que d'habitude chez des gens ordinaires, où ils se disent « Ah, mais de toute façon, il ne comprendra jamais rien » ou « De toute façon, il ne me comprendra jamais ».
Et c'est là-dessus que même pour moi, j'ai découvert, parce que vous avez tous les deux parlé de est-ce qu'on peut changer l'autre. Et j'ai pu remarquer que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas changer l'autre. Mais en fait, de là où je viens, j'ai découvert que le contrat même qui fait qu'on se rencontre, c'est le contrat de pouvoir aider l'autre à changer et à se laisser changer par l'autre. Mais quand la vague est trop dure, que l'autre ne se laisse pas changer, en ce moment-là, il ne faut pas insister au nom d'avoir une mission, mais partir en faisant confiance que soit la même personne va revenir si le besoin est là, soit une personne qui lui ressemble en vibration va venir à notre rencontre. Et en ce moment-là, on aura fait un bout de chemin, on aura eu un peu plus de respiration pour pouvoir de nouveau entamer cette relation que l'on pourrait juger comme étant toxique à ce stade-là de la vie. Donc, moi, je suis absolument certaine que je suis là pour changer ce que je croise. Mais sur ce plan-là, j'adore ça. À leur donner quelque chose pour qu'ils changent. Ça, tout à fait. Mais ils ne sont pas obligés de prendre ce que je donne. Attention, je peux toujours proposer, mais ils ont le droit de refuser. Et d'ailleurs, j'ai noté que la plupart du temps, les gens ne se laissent pas changer parce que ceux qui veulent les changer utilisent les mêmes clés jusqu'à ce que indigestion arrive. Nous avons un trousseau de clés pour tous les cœurs, pour toutes les situations. Mais dès qu'on en utilise une, deux, allez, trois, c'est déjà énorme, on s'effondre. Ah non, 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 ah non, non, non. Notre ego est en réaction, mais là, vraiment allergique. Non, 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 je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton ami. Et pourtant, dans l'un ou l'autre de nos personnages, on a un personnage qui a besoin d'apprendre à jouer le rôle de père, de mère, d'ami, de frère. Mais si on refuse de jouer ces rôles, avant même de les comprendre et de réaliser que ça y est, on peut le faire et qu'on s'en va, c'est comme si on ne s'autorise pas à grandir. Donc, je retourne toujours sur ça. Et ça crée des dépendances. Les dépendances, c'est que j'ai besoin que quelqu'un de l'extérieur vienne pour me faire sentir l'amour. J'ai tout le temps besoin que quelqu'un soit là. J'ai besoin de témoignages. J'ai besoin d'aval. Un tel besoin, quand la vie n'est même plus bonne si personne ne nous regarde, ne nous applaudit, ne nous tend la main, là, on est dans des dépendances affectives graves. Mais si on peut se dire, est-ce que je peux m'en sortir toute seule? Il ne veut pas se promener avec moi, mais je vais aller me promener seule. Il ne veut peut-être même pas aller en vacances avec moi. Ben oui, et pourquoi pas? Je pars toujours en vacances. Peut-être qu'au bout d'une heure, on aura envie de se retrouver. Mais néanmoins, j'aurais eu la force de me prendre en main, de décider de ma vie. Donc, je ne suis pas là pour changer l'autre. Pour moi, je ne crois pas. L'autre n'est pas obligé. L'autre n'est pas obligé. Que ça soit moi qui suis la clé. Et ça, c'est vexant. Ah, parce qu'on aimerait en fait que l'autre nous permette d'utiliser notre clé du cœur. Mais s'il ne veut pas, on est frustré. Eh bien, si on s'aime et qu'on n'est pas dans la dépendance affective, on accepte même que ce soit quelqu'un d'autre qui les soigne. Moi, je vois les thérapeutes qui veulent soigner leur mari, leur femme, leurs enfants. Et l'entourage refuse. Et ça, c'est affreux pour les thérapeutes. Mais en fait, il faut accepter que l'autre nous refuse, nous, et les accompagner ou l'accompagner vers quelqu'un d'autre. Sinon, on en fait une histoire d'orgueil. C'est pas grave qui parvient à soigner l'autre. Ce qui compte, c'est que l'autre y arrive et qu'il y a plus de malades sur la planète Terre, n'est-ce pas? Continuons d'en rêver et d'agir en ce sens. Et toi, Tal, aussi, autant dans ta pratique en médecine ou dans ton côté plus holistique, tu as dû en voir de toutes sortes de situations également, puis de ta propre expérience, tu as sûrement quelque chose de
très pertinent à nous ajouter. Merci, Joanne. C'est vraiment très profond. Tu vas chercher une perspective en hauteur et en profondeur à la fois que je trouve vraiment pertinente. Alors, Tal, je te transmets Moi, la ce que j'ai parole. beaucoup vu en médecine holistique, c'est des gens qui font un parcours de naturopathie. Ils dépolluent leur corps physique, ils font du jeûne, ils mangent enfin, ils font tout ça, mais il manque un bout. Et ce qui manque souvent, c'est justement le travail sur les émotions qui sont mal gérées, et notamment toutes les peurs sont des mémoires du passé. Alors, moi, j'ai été amené par la force des choses à inviter les gens à aller voir ce qu'il y a dans leur inconscient et qui bloque le chemin de guérison ou le chemin vers la santé. Et ça m'a passionné, j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle, c'est que quand une personne se détend, elle peut, avec sa conscience, voyager et retrouver, que ce soit dans son enfance ou dans des vies précédentes, parce qu'on a tous eu, elle peut retrouver les personnages qui sont restés bloqués dans les cadres. Et à ce moment-là, le travail est assez simple, c'est qu'on va voir un personnage il est figé, il est congelé, soit dans la fureur, un guerrier, soit dans la victime qui croit qu'elle n'a pas d'émotion, mais ces personnages, ils sont immobilisés parce qu'on les a jugés. Et le propre d'un jugement, c'est qu'on bloque quelque chose. On juge, on dit « Ah, c'est mauvais », on bloque. Alors la clé, c'est qu'on va voir le personnage, on va l'imiter pour lui faire comprendre qu'on est avec lui, on va, nous, capter ses émotions et les lâcher, se voir en train de les lâcher, et ensuite on va lui apprendre à faire ça. Et c'est avec cette technique simple qu'on va libérer les mémoires anciennes qui nous tirent en arrière, qui nous empêchent, parce que beaucoup de gens, ils ouvrent les ailes, ils aimeraient voler, ils battent des ailes, mais ils ont des gros boulets attachés aux pieds. Donc moi, j'ai découvert que ce travail sur le passé est important parce que le passé n'est pas passé du tout. Il y a des tas de personnages qui sont là. Joanne a écrit un livre sur les personnages intérieurs, d'ailleurs, qui est passionnant, et dans la seconde partie, c'est des gens qui, après leur mort, depuis l'au-delà, en passant à travers Joanne, regardent leur vie, non pas en juge, mais en voyant là où ils ont fait des choses très très bien, ils disent, ah ben dans tel personnage était vraiment bon, mais là où ils ont complètement raté le coche, ils n'ont pas su aimer des parties d'eux. Il y a par exemple le récit comme ça d'un banquier, c'est très amusant, il dit, moi dans le colonne d'affaires j'étais bon, mais je ne laissais jamais mon enfant jouer. J'étais complètement sérieux toute la journée. Et quand l'enfant en moi dit, mais tu changes, je t'ai donné un infarctus, parce que beaucoup de choses arrivent comme ça, il n'a pas compris le message. Mais une fois qu'on meurt, on a un regard d'amour, on voit tout ce qu'on a vécu, et on voit là où on n'a pas su être dans l'amour et la joie et la paix. Et c'est pour ça qu'on revient. C'est pour essayer de faire mieux que la fois d'avant. Et c'est passionnant dans les familles de comprendre ça. Parce qu'on a des moments où on peut détester nos parents, parce qu'on se rappelle de choses beaucoup plus anciennes. Mais l'accès à nos mémoires profondes va nous permettre de libérer toutes les dépendances du présent et du passé. Parce que le but, finalement, de notre existence, c'est d'arriver à être de plus en plus dans le moment présent, connecté à notre corps de lumière et guidé par nous et plus dépendant des autres. Parce que tant qu'on met nos efforts pour être aimé des autres, on est dans la dépendance. Mais au moment où on peut faire ce travail, on entre dans une paix intérieure extraordinaire. Vraiment, une grande sérénité, un peu comme quand vous parliez tous les deux, si on prend quelqu'un qui nous envoie sa colère ou autre, c'est surtout toi, tel qu'en a parlé, mais quelqu'un nous transfère sa colère, on peut la lâcher. Mais si quelqu'un la garde, puis qu'il y a une colère déjà présente à l'intérieur, ça ne fait que grossir cette forme d'égrégore en soi-même, pour prendre le terme, si on veut. Tandis qu'on a la chance de transmuter, d'alléger quand on est conscient. Tu sais, c'est comme si je prends l'exemple du crayon, je ne sais pas si je l'avais fait dans la dernière présentation, mais qui représente l'inconfort. Si je m'accroche après parce que je le connais et j'argumente au lieu de faire je le lâche, bien, je suis dans un cercle infernal d'inconfort. Tandis que c'est ça, être conscient. Est-ce que je m'identifie à ce scénario-là ou je suis dans un autre espace de conscience? Je trouve que c'est tellement libérateur ce qu'on partage là. Alors, comme je disais au départ, qu'on ne nous a pas appris vraiment à nous aimer, à aimer nos côtés sombres, à les accepter, à visualiser qu'on puisse avoir des facettes qui n'ont pas atteint tous le même niveau de conscience. Et que ce n'est pas parce qu'on a des facettes arriérées que forcément les facettes très élevées sont annihilées ou n'existent pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Dès qu'on attrape quelqu'un qui nous déçoit dans une facette, alors c'est dans la globalité. Ah oui, tu es comme ça. Eh ben si, maintenant que je sais, je ne veux pas fréquenter quelqu'un comme toi. Au lieu de dire, d'accord,
J'ai aimé les facettes qui sont comme ça et elles existent toujours. Et je ne supporte pas ces facettes-là, mais elles font partie de la même personne. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc, j'ai noté également que la colère, beaucoup de gens ont du mal à assumer le fait même déjà d'avoir de la colère et même d'être en colère. Et du coup, comme elles réfutent cette réalité, elles ne veulent pas non plus monter aux raisons de la colère, de la tristesse, de la jalousie, parce que c'est trop profond. Ça fait peur. Ça fait peur de s'attraper euh, si mauvais quelque part, J'ai si été comme ça, colérique. Oui, j'ai été comme ça, Joanne. Je me suis envoyée en dépression 2 fois dans ma vie parce que je m'autorisais pas à nommer ma colère, à la sortir des abus que j'avais vécus. La bonne fille qu'il fallait qu'il paraisse bien, je me suis effondrée c'est ça, avec aussi. c'est Alors, ça. soyons libres d'être soi, oui. Oui, c'est ça. Mais quand on voit dans nos stages, on demande aux gens de venir au centre du cercle pour jouer par exemple, les 4 émotions. La peur, la tristesse, la colère et la joie. Il y en a qui n'assument pas la joie. Il ne faut pas croire que ce soit seulement les émotions négatives. Il y en a qui, on ne leur a pas permis d'exploser de joie. Ça ne se fait pas. Malheureusement, beaucoup de judéo-chrétiens sont comme ça. Ils sont juste sages. Et alors, la joie, c'est presque pour les enfants. Quand on est jeune enfant, on a encore le droit de sauter de joie. Ouah, youpi, oura, je suis content, tu es merveilleux. Oh là 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 là. Ça ne fait pas classe. Ça ne fait pas Exactement. sage. Ça ne fait pas digne. Ça ne fait même pas spirituel. Sourire, ça fait spirituel, mais exploser de joie pas. Et exploser de colère ou de tristesse, c'est comme si les gens se disent que s'ils rentraient dedans, ils n'en sortiraient plus et que tous ceux qui les ont vus être dans cet état vont les juger à jamais. Et ça, c'est terrible parce que on ne peut pas guérir la colère. Il faut la vivre entièrement, l'accompagner jusqu'au bout, comme si vous vomissez un serpent, une bête affreuse, mais que cette bête était bel et bien en vous. Mais ce que j'ai été il y a une seconde, ça s'appelle déjà le passé. Ouais, tout à Je fait. me permets d'être un nouvel être, une nouvelle personne, d'avoir permis à une autre facette de moi de rayonner, de naître à la lumière, et je suis fière de ça. Ça me fait penser Ça s'appelle vraiment de l'amour. tellement, c'est vraiment beau, c'est très profond. J'aime l'angle dans lequel vous amenez ça, tellement. Un partage m'était raconté hier. C'est une personne qui a perdu sa mère dernièrement. La dame était âgée, 91, 92 ans. Puis les signaux de la fin de vie par usure là, se voyaient auprès de la famille. Assez que les gens disaient, mon Dieu, venez la chercher. Là, tu sais. Et puis, il y a une de ces personnes-là qui a perdu sa mère qui est quand même sensible au deuil. Puis elle est très, très, très spirituelle, cette femme-là. Puis elle dit, je me suis autorisée cette semaine à sortir ma colère. Elle dit, j'étais pendant 2 heures, elle dit, j'ai engueulé en haut, bien comme il faut. Tu viens de venir me chercher, tu n'avais pas le droit. Elle dit, je sais qu'elle dit, je priais pour que ça se fasse tellement qu'elle souffrait. Mais là, elle dit, j'ai passé par un seuil, qu'il y a quelque chose que je ne m'attendais pas qui a émergé. La personne dit, je suis allée au fond, je l'ai pleuré, je l'ai crié, je l'ai frappé. Puis 2 heures après, j'étais dans une paix immense. Elle m'a dit, c'est dans la perception aussi de la relation à moi-même, de la relation à l'expérience, qu'elle s'est autorisée à libérer comme ça. Donc, c'était contre personne, en fait. C'était par rapport à quelque chose qui est en elle. Et je peux vous laisser poursuivre en ce sens. Et idéalement, on devrait avoir des lieux où on peut faire ça. Parce que le grand problème dans notre société, c'est qu'on n'a plus le droit d'avoir des émotions intenses en public après 4 ans. Parce que si vous avez 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous êtes adulte et que vous avez une émotion intense en public, on vous met tout de suite dans un asile. C'est un monde de peur des émotions. Alors, il faudrait avoir, maintenant ça se fait dans certaines villes, nous on l'avait créé, là où j'étais à Genève, on avait créé, on l'appelait la cave à bruit. C'était une pièce, on avait mis des choses contre les murs, des tapis, et quand quelqu'un commençait à être un peu comme ça, alors moi je me rappelle, parce que ma fille, des fois quand elle me voyait un peu crispée, elle me disait, papa, stop,
cave à bruit. Elle me dit, tu descends là-dedans, tu lâches ta colère en tapant. Il y avait des coussins, des punching balls, mais pour que ces émotions n'aillent pas vers les autres. Mais il faut développer un peu son imagination. Parce que des fois, on pense que la société n'a pas aménagé de lieu pour ça. On sait déjà qu'on a l'autorisation et personne n'est jugé quand on va aux toilettes. On voit bien que vous vous dirigez vers les toilettes, même sur les autoroutes. Mais on n'a pas l'idée. Je m'arrête pas pour ça. Je m'arrête parce que je suis fatiguée, parce que je suis en colère, parce que je suis triste, parce qu'on ne m'attend pas au rendez-vous, parce que tatati, parce que tatata. Et là, on fait, on sort les émotions en version HLM. C'est-à-dire, on met la bouche devant et on lâche des soupirs de colère. Là, une fois que vous avez fait vos besoins, vous sortez des toilettes comme si de rien n'était. Personne ne vérifiera. Donc, il existe bel et bien des lieux qui nous permettraient de lâcher nos fatigues, nos colères, nos frustrations. Mais on n'a pas l'idée de les utiliser. Parce que de nouveau, on n'est pas fier d'avoir de la colère. On n'est pas fier d'avoir de la tristesse. Alors même quand on vient de perdre un être cher, on ne fait même pas le deuil. On ne pleure même pas. Parce que ça, c'est réservé aux sauvages. Nous, on le faisait avec nos enfants quand ils étaient ados. On allait à Montélimar. Et quand le train passait, c'était des TGV. Alors pendant le passage du TGV, on était tous là. Ah! Et on hurlait comme des fous parce que personne n'entendait rien. Il fallait au bout, aller tout au bout. Dès que le train est passé, on redevenait des êtres très polis. Mais ça faisait un bien. Libre d'être soi dans toutes les sphères. C'est donc précieux. Ah, vraiment. Donc, est-ce qu'il y a des choses... Y aller en groupe, c'est génial. Oui, en plus, quand on est en groupe, on ne se regarde pas, on n'a même pas remarqué qui a fait des grimaces ou qui a hurlé plus fort. On sort des dépendances, parce que c'est pas une dépendance affective, mais des dépendances tout court vis-à-vis du qu'en dira-t-on, de l'image sociale qu'on aimerait donner aux autres. On est trop dépendant. Oui, dépendance du regard des autres, dépendance aux croyances limitatives, aux anciens programmes. Hey, c'est foutaise, on est rendu vraiment ailleurs au niveau de notre cheminement quand on veut être bien, être libre. C'est de revenir à cette simplicité-là, de l'autoriser, comme vous l'avez si bien dit. Donc, vous aidez les gens... oui, t'allais dire, Oui, le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils restent dans leur tête. Alors, ça donne ces gens qui disent « J'ai pardonné à tous mes ennemis, mais j'ai la liste. » Ça me fait toujours rire. C'est qu'intellectuellement, ils visent la paix, l'harmonie, la joie, mais ils ne veulent pas accepter les facettes d'eux qui sont pas contentes du tout, qui sont démoniaques, méchantes. Alors que la clé de l'amour, c'est d'accepter ces facettes, mais d'apprendre à les gérer correctement. C'est que si je suis en colère, je ne vais pas sortir mon épée, aller couper des têtes dans la rue, mais peut-être que je vais mettre justement dans les toilettes et faire ces gestes comme si je me battais. Et à ce moment-là, je vais libérer l'énergie du guerrier. Parce qu'un guerrier qui n'est plus destructeur, c'est un guerrier guérisseur. Il rit et il peut libérer sa colère et celle des autres d'une manière saine, c'est-à-dire sans faire de mal. Parce que nous, on le voit dans nos stages, il y a très peu d'adultes qui savent aller dans l'intensité émotionnelle. La plupart, ils ont appris le contrôle. On demande à quelqu'un de faire la tristesse, il va faire il n'y a plus d'énergie. C'est devenu complètement cassé. Alors qu'un enfant de 3-4 ans, il vit encore dans l'intensité. Et ce réapprentissage de l'intensité, ça fait vraiment partie du chemin vers le bonheur. Parce que sans intensité, eh ben, on est obligé de bloquer les parties de nous parce qu'une fois qu'on a libéré la peur, la colère, la tristesse, alors on peut vivre l'intensité de la joie et d'un amour. Et ça nous permet de ne plus juger les autres. Parce qu'au lieu de dire ils sont mauvais, ces gens violents qui font la guerre, quelle horreur, on va dire ils n'ont pas encore appris autre chose. Donc on va pouvoir leur envoyer de l'amour pour les soutenir, pour qu'un jour ils puissent découvrir qu'il y a une autre façon de faire ça. On n'est plus à travailler contre, mais à œuvrer pour quelque chose plus en conscience. Puis si on revient aux émotions, une émotion en soi va durer quelques secondes. C'est la pensée qu'on y attache, le concept qu'on met plus ou moins consciemment autour qui va faire perdurer les états d'inconfort et de dépendance aussi. Donc, c'est pour ça que pour nous,
on ne peut atteindre vraiment le bonheur, sortir des dépendances donc affectives, que si on osait réviser ses croyances. Parce Ouais. qu'on se promène avec beaucoup de croyances fausses, des croyances erronées, mais qui n'ont pas lieu d'être là. Et ces croyances-là, souvent, ne tiennent pas compte de nous du tout, mais donnent de la valeur à autrui, C'est ça. donnent la valeur Ah, au regard des autres. Si je suis dans la rue, moi j'ai vu, j'avais une amie une fois, elle avait un enfant, mais c'était épouvantable. Quand elle allait faire les courses, l'enfant commençait à hurler dès l'entrée dans le supermarché. Donc, elle faisait ses courses mensuelles. Et l'enfant ne voulait pas. C'est un peu normal. L'enfant voulait être en plein air et pas aller dans les supermarchés entre les rayons. Et donc, elle me dit, mais comment je fais avec cet enfant? Eh ben, j'ai dit, écoute, Que tu je es sois fatigué, c'est pareil. qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reconnais que tu en as marre? Non, parce que j'aime mon enfant. Allez, reconnais que tu en as marre. Oui. Est-ce que tu reconnais que ça te met en colère? Non, je peux quand même pas mettre en colère parce qu'à son âge, je comprends qu'il n'a pas envie d'aller dans le super. Non, 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 ça s'appelle un raisonnement. Regarde tes sentiments. Oui, je suis en effet en colère, mais j'ai quand même pas le droit. Ma croyance, c'est comme je suis la maman, c'est moi qui dois supporter l'enfant et je ne peux nullement jouer à d'autres jeux que d'être cette maman raisonnable. Donc, quand elle sortait de là, elle était éreintée. Et alors, à un moment donné, elle me dit, qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, c'est simple. Crie toi aussi pendant que tu traverses les rayons une fois. Essaie une fois. L'enfant fait ah. Et j'ai dit, tu fais ah. Évidemment, elle s'était braquée. Moi, je vais crier. Donc, ça montre même quoi? J'aime mon enfant, mais j'irai pas quand même jusqu'à l'imiter. Parce que c'est lui qui est fou. C'est pas moi du tout. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors elle m'a dit, écoute, j'arrive pas à faire ça, viens avec moi dans les supermarchés. J'ai poussé l'enfant a fait le même cirque évidemment, et l'enfant me disait ah, et moi j'ai fait ah, les gens me croisaient, mais je montrais l'enfant, je leur montrais. J'ai dit, je suis avec l'enfant. Et les gens souriaient. Au lieu de porter de jugement, ils souriaient. Alors, l'enfant criait plus fort et je criais aussi un petit peu plus fort. Mais à un moment donné, il s'était arrêté. C'est lui qui s'était arrêté. Il me regardait. Il était étonné de voir quelqu'un comme moi. C'est moi qui étais l'enfant à calmer selon. On a réussi à inverser les rôles. Et à la fin, quand je lâchais un petit cri, il éclatait de rire en sortant de la C'est extraordinaire. Parce que Ouais. comme Joanne avait rejoint dans son stress et qu'elle l'avait lâché, tout d'un coup, il se sentait bien. À ce moment, Et puis j'étais Ah. fière de lui. oui, à ce J'ai moment-là, pas il porté de jugement sur lui. Je l'ai pas agressif. C'est beau. menacé. Ouais. J'ai dit, ok, Tellement. on est ensemble. Tu en as marre, j'en ai marre. En effet, tu pleures, moi aussi je pleure. T'es en colère, moi aussi je suis en colère. Et ensemble, on vit ces émotions-là. Mais même les gens qu'on avait croisés, mais C'est trop ils drôle. pouffaient de rire. Et le Oui. petit, à la fin, il me provoquait pour que je. C'est bon. Dédramatiser. Ah, c'est donc ben beau. J'adore. Vraiment. C'est drôle parce que je m'en allais justement dire, y a-t-il un exemple de choses concrètes que vous avez vécues? Puis vous m'avez devancé. Oui, voilà. Excellent. Vraiment. Et C'est puis, ça, ce qu'on cherche des l'autre trucs. chose aussi que je vois, c'est la façon dont on interprète la réalité, la sienne, ce qu'on produit à l'extérieur et ce que les autres ressentent. C'est hyper dangereux pour notre bonheur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de communication. On fait la pluie et le beau temps dans sa vie et dans la vie de l'autre. Mais qui sommes-nous pour interpréter que si telle personne a regardé juste comme ça, c'est parce qu'il voulait éviter notre regard? Que si vous passez à côté d'un homme, ça veut dire que il va interpréter que vous êtes en train de le draguer. Et même des femmes seules, du coup,
Au lieu de oui, je m'approche en effet pour montrer que je suis seule et que je le drague. Mais qu'est-ce que ça fait? Plutôt que Qu'est-ce que de tu vas rentrer tirer à la aussi? maison seule, Quel message sans est rien envoyé avoir aussi? ouvert. L'interprétation des jeux, des comportements, je trouve ça inhumain. Et si Oui, on parce veut que des fois, guérir et permettre aux gens de guérir, c'est leur poser la question, mais ne pas interpréter à leur place. Et ensuite, demander leur avis sur comment ils ont vécu notre situation. Plutôt que de nous-mêmes, de dire, oui, voilà, on a pensé ça et maintenant, ils ne nous aiment plus et maintenant, ils ne nous invitent plus. Des fois, les gens sont fatigués simplement ou ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Donc, s'ils prennent un petit peu le large, c'est pas forcément, il ne faut pas projeter sans arrêt parce que la projection, c'est anti-bonheur également. Donc, tellement. on a traité beaucoup de sujets là dès le début. À vous de voir et peut-être qu'il y a des questions ou peut-être qu'il y a des Ouais, c'est ça, réactions. j'ai pas eu Oui, beaucoup de commentaires. C'est souvent dans la rediffusion, moi, que ça se passe comme tel. Mais d'accord. ça m'amène à voir, il y a une différence entre charmer ou séduire. Tu sais, tu parlais, Joanne, de l'effet des. Quelle image qu'on projette aussi. Tu sais, on veut bien être soi-même. On regarde, on est à une heure, en tout cas, je ne sais pas en Europe ou ailleurs, comment ça peut être ou dans votre région. Mais il y a beaucoup d'hypersexualisation actuellement. L'image qui est envoyée souvent est beaucoup par le corps. Donc, quand j'avais fait mon livre, si vous en avez des choses à partager, des titres aussi de votre côté, vous irez dans quelques instants. Mais quand j'ai écrit Se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre, il y a un chapitre que j'amène dedans qui est charmer ou séduire. Séduire, c'est on dirait que c'est comme, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la séduction dans un couple amoureux, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'envoyer comme message pour qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi? Donc, est-ce que le message peut être discordant? Est-ce que j'envoie un message à ce moment-là qui pourrait être mal perçu au niveau sexuel ou autre? Donc, quand on parle du sentiment d'abandon, entre autres, j'ai besoin de quelqu'un pour plus me sentir abandonnée, mais c'est quoi le message qui est envoyé par le corps? Tandis que charmer, c'est je suis qui je suis au mieux de ce que je peux être. Je suis consciente de ma valeur. Puis, j'ai un charme, quand je dis j'ai, c'est chaque être humain, un charme naturel qui s'exprime et qui, lui, devient attractif, qui amène à construire une belle relation. Mais quand c'est à partir d'un vide qui a besoin d'être comblé, je trouve qu'il peut y avoir un piège qui est là également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, en effet, mais c'est très intéressant. Moi, ça me fait revenir au fait qu'on est doté de plusieurs personnages. Et ça me fait revenir au fait de travailler sur les croyances et les interprétations. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que chaque personnage a sa croyance. Et il y a un moment où il y a un personnage, par exemple, envoie du charme. Parce que c'est le personnage de séducteur. Et je m'accorde le droit de lancer un message à quelqu'un qui me plaît. Mais si j'ai été éduquée dans le judéo-christianisme, mon côté sage va trouver que ce que je fais là n'est pas juste, n'est pas bon. Et il va émettre un jugement ou un frein au message de sa sœur à l'intérieur de moi-même. C'est comme une famille, mais qui ne se mettent pas d'accord. Donc, il y en a un qui envoie un message positif et l'autre contredit. Et d'autres encore, ainsi de suite, etc., etc. Et donc, on fait du repérage. Moi, je regarde en me disant, ah oui, vraiment, ça, c'est une personne qui me plaît. Ma femme d'affaires peut aussi dire, ouais, mais apparemment, il n'a pas tellement le moyen de vivre vu ses chaussures. Et le côté sage protestante, parce que j'ai été élevée dans le protestantisme, mais ça ne se fait pas de faire ça. Au contraire, au lieu de regarder dans sa direction, tu fais mieux de regarder ailleurs parce que sinon, ça se voit trop qu'il t'intéresse. Mais comment voulez-vous en sortir avec ces messages et ces contre-messages? Arrêtons de croire qu'on est un bloc de personnes. Commençons doucement à nous feuilleter pour voir qui en nous sont les personnages à pousser à aller de l'avant et qui sont les petits, comme des enfants têtus qu'on tient quand même un peu en laisse au début. Toi, tu ne vas pas encore faire des tiens.
toi, tu ne vas pas encore saboter parce que je te Ouais. connais. Mais c'est pas tenir en laisse de manière définitive et cassante, mais le temps qu'ils grandissent. Et à chaque fois qu'on se retrouve seul, s'arrêter un instant pour aller à leur rencontre. Et toi, la femme d'affaires là, viens voir un peu. Est-ce que tu vois ce que tu as fait tout à l'heure? Est-ce que tu sais que l'autre est capable de capter la forme pensée que tu as émise et que ça n'aide pas la sœur qui est à l'intérieur? Vous êtes tous à l'intérieur de moi. Est-ce que tu veux bien me parler d'abord? D'où viennent tes croyances? Et si tu as des peurs, des doutes, parle-moi d'abord de ça. Et je vais faire rencontrer cette facette à ma facette thérapeute ou à ma facette maman. Ainsi, en moi-même, les personnages se rencontrent et s'entraident. Et ça enlève les dépendances aussi dites affectives. Donc, si Ouais. on était vraiment réalisé, on aurait mis Oui. une pensée par personnage et que ça soit clair. On aurait mis un projet par personnage. Mais malheureusement, en nous, c'est une véritable cacophonie, surtout pour les gens qui n'ont pas encore commencé à s'éveiller et qui sont encore euh, assez bruts de coffrage. Mais ceci étant dit, courage à tous parce que il y a des gens, ils ont beaucoup travaillé sur eux, mais après ils s'arrêtent parce que ils peuvent plus avancer parce qu'ils se croient trop ou parce que puis il y en a d'autres qui en sont au début, mais qui avancent très très vite et dépassent. Ouais. Et après on se re-rencontre de nouveau parce que notre vie est très très longue. C'est très intéressant. C'est une vie qui nous permet de grandir jusqu'au bout. On a tous le droit d'aller jusqu'au bout et d'arriver jusqu'au bout dans l'amour Tellement. et dans le bonheur. Ben, merci beaucoup, Joanne. Puis, je vais revenir un petit peu sur le sujet de l'hypersexualisation, mais je pensais entre autres à nos jeunes adolescentes. Oui, Dans les écoles, par exemple. Où oui. est-ce que le Ouais. besoin d'être choisi va être présent? Et qu'est-ce qu'on leur dit, ces jeunes-là? Comment tu abordes ça? Qu'est-ce que les parents peuvent leur dire? C'est pas que c'est correct, pas correct, mais des fois, c'est quoi le message dans la jeune fille qui veut être choisie, qui est envoyé par un habillement qui peut être, je sais pas, dans la pudeur ou quoi que ce soit. Je regarde les faits de terrain. Quel message est envoyé, par exemple? Non, le drame de nos éducations, d'ailleurs le mot éducation, ça veut dire sortir de. Donc l'éducation telle qu'elle est faite la plupart du temps, c'est qu'on va priver l'enfant de sa connexion spirituelle. Au lieu qu'il obéisse à lui-même, ce qu'ont les enfants de 3-4 ans, ils obéissent qu'à eux-mêmes. Mais on va apprendre à l'enfant, non, 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 tu dois faire ci et pas ça. Et là, on entre dans les croyances de ce qui est bien, de ce qui est mal, des religions, des morales, et Les l'enfant modes n'écoute plus la sociaux? voix intérieure, il obéit à l'extérieur. Et toutes ces croyances extérieures sont toutes aussi fausses les unes que les autres, parce que ça nous prive du contact avec qui nous sommes vraiment. Et on Ouais. apprend à aimer le personnage. Le séducteur, par exemple, dont parlait Johan, c'est un personnage extraordinaire. Les enfants, nous on était à un mariage l'autre jour, on voyait des petites filles qui dansaient, mais elles étaient dans une séduction à tout casser. Elles n'avaient pas Les honte petits une garçons seconde. aussi. Ils dansaient, Oui, il y a une l'enfant se pureté sent dans tout encore ça beau, aussi. magnifique. Ouais. Puis Oui. après, l'éducation arrive, et puis on casse tout ça. Mais le séducteur ne meurt jamais. Un gag de ça, Ou c'est alors on tombe malade quand il. oui, Ouais. si on le bloque trop, et on le sait parce que dans les malades mentaux, quand ils vont mieux, le premier signe, c'est que tout d'un coup, est-ce que cette robe me va ou je vais aller chez Est-ce le que je suis coiffeur? propre? Ouais. Donc, ils ont Mm. le goût de séduire et le plaisir de jouer avec cette énergie est fondamental. Et la preuve de ça, c'est que même quand vous êtes à la mairie en train de signer le contrat de mariage, vous repérez les beaux garçons ou les belles filles dans la salle. Donc, le séducteur, on ne peut jamais le tuer. Mais bien sûr qu'il faut l'éduquer à ne pas faire n'importe quoi. Mais il faut accepter, c'est une belle énergie, je me sens bien et je joue à faire des compliments, à admirer. Oh, bref, c'est une énergie sensationnelle, mais qui doit être en harmonie avec les autres. Si le séducteur prend trop de place et qu'il étouffe le thérapeute ou l'enfant, etc. Donc, c'est ça le côté magique, c'est de permettre à tous nos personnages, à tour de rôle, de pouvoir trouver leur place. Moi, j'ai une image pour ça qui m'est venue l'autre jour. C'est comme si chaque personnage, il y en a un qui est sur un canard, l'autre sur un cheval, l'autre sur un petit avion, comme dans un carrousel. Mais si on prenait tous ces petits personnages et qu'on les mettait sur la route, ce serait un embouteillage à tout casser. Mais sur le carrousel, chacun dans son petit
moyen de locomotion, et on tourne autour d'un axe central. Donc, il n'y a pas de collision. Parce que l'axe central, c'est qu'on est tous reliés au centre, et quand on est relié au centre, on a un sentiment d'unité. C'est qu'on est tous ensemble, et c'est ça qui est en train d'émerger dans la conscience humaine, c'est que nous sommes tous un. Et cette unité, je suis, avant d'être français, suisse ou turc, je suis un être humain, et j'ai une conscience que je fais un avec tous les êtres humains et tous les êtres vivants. Et cette conscience d'unité va nous permettre de sortir de toutes ces divisions, ces comparaisons, tous ces systèmes compétitifs qui nous ont mangé beaucoup d'énergie en faisant des préférences pour les uns par rapport aux autres. Alors, moi, la question, en fait, je sens que des fois, on parle d'un sujet, mais il y a plusieurs directions qui se présentent à nous. Parce que justement, on a plusieurs personnages. Donc, des fois, on écoute nos personnages qui sont ceux qui sont les premiers à montrer des directions. Mais si on écoute un petit peu plus, il y en a d'autres qui ont peut-être envie de dire autre chose, mais soit on ne les laisse pas passer, soit on ne s'accorde pas le temps parce qu'on regarde aussi le timing, ou soit parce que le sujet nous dérange ou nous fait peur. Donc, pour aller répondre un petit peu dans une autre direction complémentaire, sûrement aux tiennes aussi, hein, et à celle de Tal, c'est que le problème, c'est que quand les parents, par exemple, habillent une petite fille ou une jeune fille, c'est trop le même personnage qu'on autorise à s'habiller et c'est sa manière de séduire qu'on met en avant. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, une fille qui a un côté garçon manqué. Si on force la fille à s'habiller en robe tout le temps, elle est malheureuse parce qu'elle sait qu'elle n'est pas que fille. En elle existent des parties garçonnées qui vont encore évoluer. Parce que au début, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. C'est en fonction des comportements extérieurs qui influencent l'intérieur qu'on choisit des fois définitivement un chemin, quitte à nous rendre malades par la suite. C'est-à-dire qu'on est coincé dedans. Et j'ai vu un exemple dans ça, c'est qu'il y avait des parents qui habillaient une petite fille, c'était une petite blondinette adorable, mais la petite était tellement admirée, la maman l'habillait comme si c'était une poupée, et même des fois la maquillait pour l'encourager à devenir mannequin un jour. L'enfant était jeune, avait 6-7 ans. Mais du coup, l'enfant avait commencé à minauder vers les filles, vers les garçons, parce que la fille en elle voulait déjà autre chose à son insu. Mais là où ça s'est terminé en drame dans ça, parce que je sais, ils sont venus me consulter, c'est que la petite fille, en grandissant du style 10, 11, 12 ans, commençait à se frotter en s'assoyant sur les genoux de son père. Et sans s'en rendre compte, elle a, ou en se rendant compte, mais c'est tabou, elle a éveillé l'amant chez son père. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit papa qui la tenait sur les genoux, mais comme d'habitude sans rien sentir, le séducteur de papa, l'amant, a réveillé l'amant en lui et sa fille a commencé à lui faire de l'effet. Mais le drame, c'est que la maman elle-même poussait la fille vers cette pente dangereuse sans se rendre compte. Parce qu'elle n'était pas capable d'écouter son mari, elle était capable d'écouter elle-même. Heureusement que ce père, qui a déjà fait une démarche spirituelle d'éveil, de conscience, lorsqu'il s'est rendu compte de ça, il a réagi très vite pour éviter la catastrophe. Donc, dès que la fille venait, il l'a chassée. Mais le problème, c'est que comme ça lui faisait des émotions inadmissibles, non avouables à la société, et pourtant, c'est toujours des émotions humaines, il faut bien le dire, il avait cassé la petite fille. Allez, dégage! Mais en fait, la petite fille pensait que son père ne l'aimait plus, alors que son père l'a protégé de lui-même, refusé tout contact.
Donc, c'est des choses subtiles, complémentaires à la situation que tu voulais sûrement montrer, mais le public est là et on est dans le sujet sur le bonheur, sur la joie de vivre, sur les dépendances affectives. C'est important d'oser entrer dans tout ça, n'est-ce pas? Oui, parce que j'ai déjà vu, moi, en carrière, j'ai lu beaucoup, je faisais plein de recherches, puis j'avais déjà vu que des fois, une femme qui sera pas à l'aise avec son corps, avec sa sexualité, son intimité, que quand c'était le père qui était avec l'enfant, c'était un peu comme un soulagement parce que ça la dégageait de ce rôle. C'est trop, là. Oui, il y a d'autres cas de figure. On était dans un festival de chamanisme. Et ce que je vais décrire, c'est pas une fois que ça s'est vu. C'est que, emporté par le rythme des tambours et la présence des esprits, beaucoup de jeunes filles se trémoussaient dans des tenues vestimentaires presque à moitié nues. On est dans un stage de chamanisme. Et quand le soir tombait, même chez certains chamans fragiles, c'était plus le côté chaman qui régnait, mais le côté amant qui cherchait. Oh, Mais les filles, même les très jeunes, provoquaient cela. Et du coup, le chamanisme devenait quelque chose de dangereux pour la société. Donc, on a des responsabilités dont on ne se rend pas tous compte en même temps. ouais. Mais si ces jeunes filles étaient un peu formées, ne confonds pas danser parce que tu es en transe et en profiter pour laisser tomber ta jupe plus bas que le possible. Et puis, bien sûr, quand c'est des jolies femmes, des très jolies jeunes femmes, c'est encore plus gênant dans notre monde d'en parler. Parce que c'est comme si, même, est-ce que tu es jalouse parce que tu es déjà plus vieille? Est-ce que tu es jalouse parce que tu n'es pas capable de se conduire comme ça? Ou est-ce que tu as quand même aussi une conscience qui s'éveille? Et du coup, il y a des chamans aussi. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas en eux un personnage vicieuse qui vient d'une vie, de cette vie-ci malheureuse, traumatisée, mais il y a aussi des gens qui éveillent ces côtés-là. Mais c'est ça, parce qu'il y a une différence entre Ouais. le corps sacré et le corps objet aussi. C'est ça, oui, oui, oui. Oui. Alors, j'espère qu'en écoutant ça, on ne prend pas peur, mais au contraire, on va commencer à se dire, mais qui suis-je en fait vraiment totalement? Ai-je des petits côtés? Mes petits côtés, non pas pour les juger, les rejeter, les enfermer dans la cave, mais j'ai des petits côtés parce que je suis d'abord un enfant. Je passe par l'immaturité avant d'arriver à l'éveil. Et si je m'aime, je dois avoir la capacité d'aller chercher les facettes de moi sombres, inadmissibles, invivables, inadaptées sociales. Et à quoi ça sert ma vie en fait? C'est pour guérir de tout ça. Ouais. Je terminerai Oui. avec une question avant qu'on parle de vos ressources. On a parlé des gens, des relations avec des personnes narcissiques tantôt et on remet ça en contexte parce que je sais que ça peut toucher bien des gens des fois. Une personne se retrouve, parce que ça peut être autant les hommes, les femmes qui sont dans le narcissisme, pervers narcissique, mais une personne se retrouve en relation aujourd'hui comme ça. Elle a fait ses constats, mais elle sait qu'elle doit partir. Il y en a qui ont peur, des fois, vont partir à la cachette, vont se sauver parce qu'ils ont peur à la violence. Wow. OK, la personne s'est aperçue que la recevabilité de l'amour qu'elle amenait, de la conscience qu'elle voulait apporter, peut-être, il peut y avoir le côté sauveur du monde, il peut y avoir bien des concepts, on en a parlé, mais ça ne fonctionne pas. Elle doit penser à elle. Elle fonctionne comment? Sachant que de l'annoncer peut engendrer une crise, peut engendrer une réaction. Elle a un constat à faire avec elle-même qu'elle doit se choisir. Il y a une transition qui se fait de votre expérience. Il n'y a pas de baguette magique parce que c'est un grand coffre d'outils, mais quelle est l'approche que la personne peut avoir pour aller vraiment dans le respect d'elle-même, dans l'authenticité, sans étiqueter l'autre? Oui, ce qui est passionnant, moi je donne un exemple que j'ai vécu. Ma mère m'a nourri jusqu'à presque 2 ans. Alors je tétais son sein,
mais ça lui procurait des sensations de type sexuel. Et comme c'était une bonne protestante bien élevée, à ce moment-là, elle m'arrachait la tête du sein. Ah, et moi, j'étais dans un état affreux. Donc, c'était vraiment un traumatisme grave. Alors, des années plus tard, j'ai dit, mais alors du coup, ça me mettait dans un état de colère terrible et ça me mettait presque dans la haine de ma mère et des femmes. Alors, un jour, je me suis dit, mais il faut que je comprenne pourquoi j'ai eu cette mère-là. Alors, j'ai fait un voyage dans le temps et j'ai vu que dans une autre vie, j'avais été son mari, mais j'étais un mari, c'était dans un pays arabe, qui méprisait sa femme et qui lui tapait dessus. Donc, quelque part, c'est une situation qui avait engendré le fait que j'avais ça à guérir, de devenir sensible à l'autre et que ma mère devienne sensible à moi. Parce que notre leçon fondamentale, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pouvoir s'aimer soi et aimer l'autre tel qu'il est, sans le juger. Et voir ses côtés immatures, non pas comme quelque chose d'horrible, mais comme quelque chose où on va pouvoir l'aider à grandir. Et là, ça donne une dynamique passionnante, parce qu'on perd plus de temps ni à juger les autres ni soi-même, mais dans chaque situation, on voit qu'est-ce qu'on a à apprendre. Et chaque occasion de vie, c'est une leçon où on va pouvoir ouvrir sa conscience à plus de perception de moi et des autres pour pouvoir vivre de plus en plus dans l'harmonie avec mes personnages intérieurs. Et si je suis bien avec mes personnages intérieurs, je vois les personnages chez les autres. Donc, je peux jouer avec ces énergies. Je trouve ça intéressant Moi, parce que, oui, j'allais dire, une personne qui se retrouve avec quelqu'un de contrôlant, elle se dit inconfortable. Mais en même temps, on est dans le contrôle si on veut essayer de changer l'autre malgré tout, puis qu'on pense que l'autre va finir par nous aimer et tout ça. C'est deux formes de contrôle avec deux visages différents. en fait, Ouais. ce qui me vient, c'est connais-toi toi-même et tu Tu connaîtras l'univers. Ouais, ouais, c'est Socrate. Ça revient à tout ce qu'on a dit ce soir. Qui suis-je? Qui suis-je? Et quand je suis dans telle situation face à tel homme ou à telle femme, qui est là et quel âge a mon personnage? Ouais. C'est très important. Et le respect de soi nous entraîne à nous demander sur l'âge du personnage, sur son niveau de conscience. Et si on sent qu'on, dans cette situation, on va se noyer, il faut se respecter et se retirer. Se retirer sans guerre. Pourquoi pas même avec la voix de l'âme dire, écoute, ce que tu m'offres m'amène dans une vague, c'est pas toi, mais cette vague est trop importante pour moi et je sens que je risque de m'y noyer. Et à la limite, on demande à l'autre, soutiens-moi, accompagne-moi à me retirer d'abord, parce que ça ne me correspond pas dans mon moi de suite. Mais j'entends ce que tu me proposes. Je perçois le jeu que tu veux me faire jouer. Que ce soit un jeu d'esclave ou que ce soit un jeu de despote, j'entends, je conçois, mais je me donne l'autorisation de me sentir et de refuser. Mais le problème, c'est qu'avec les autres personnages qui sont en dépendance, les autres personnages poussent le contrat pour des intérêts qui nous échappent. Et c'est là qu'on tombe dans des pièges. Les pièges, c'est nous-mêmes, parce que notre inconscience nous attire le piège. J'ai connu l'histoire d'une femme qui est une très, très, très grande thérapeute. Et en fait, à un moment donné, elle était dans une secte très connue, une grande secte. Et dans cette secte-là, souvent, on lui faisait un compliment et on la faisait s'asseoir comme c'était une diva, c'est elle qui était la reine. Et puis le lendemain, on l'envoyait laver les toilettes, mais dans des rôles d'esclavage, mais absolument horribles. Mais comme elle ne s'entendait pas avec sa famille, elle a fui sa famille. Une partie d'elle en orgueil ne voulait pas revenir à la maison. Elle a préféré comme si elle avait honte de revenir à la maison. Donc, il faut remonter aussi quelle était cette situation qu'elle vivait à la maison et qui a fait qu'elle soit partie de la maison. Et bien, cette femme, je ne sais pas si elle est toujours en vie, mais c'est une femme que je salue. C'est devenu une femme
une très, très grande, immense thérapeute, mais qui comprend parfaitement bien ces cercles vicieux dans les relations de pervers narcissiques. Donc, est-ce que c'est utile qu'elle ait passé par là? Je nous laisse à nous tous méditer. En tout cas, ça a été utile pour elle. Est-ce que ça a été utile pour l'humanité? À mon avis, oui. Mais attention, je ne conclurai pas en disant il faut suer pour grandir. On n'est pas obligé de se faire mal et de torturer les autres pour grandir. Exactement. Même si ça fait grandir. Le chemin de l'amour est quand même le meilleur. Le chemin de la douceur, le chemin du respect de soi. Mais malheureusement, il existe parmi nous des gens qui ne peuvent pas passer par ce chemin-là. Donc, il faudrait encore les éveiller, que l'entourage les éveille à ce qu'il y a de possible comme chemin. Et même quand ils résistent, comme on a dit, est-ce qu'on est là pour changer l'autre? Mais on canalise ensuite l'énergie ou les chemins pour que cette personne rencontre d'autres gens. Mais il y a des gens, ils boudent. Ouais, comme tu n'as pas voulu de moi, j'ai t'ai tendu la main, ben tant pis pour toi. Ça, ce n'est pas non plus le chemin de l'amour, le chemin de, oui, de l'amour sans condition, de l'accompagnement spirituel. Moi, je suis pour l'accompagnement spirituel avec tendresse, avec compassion, énormément de compassion, mais de compréhension, sinon on ne peut pas avoir la compassion non plus. Donc, est-ce que je demande que je fais à n'importe quel être humain que je croise? Je ne me le refuse pas non plus quand quelqu'un sur mon chemin voit mes côtés petits et se dit « Ah, elle n'a pas grandi à ce niveau-là, Joanne. Ah, quel père elle a pu avoir. Ah, quelle maman est-ce qu'elle a pu avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, même à son âge, est-ce qu'il y a toujours en elle cette petite qui quelque part rappelle je n'ai pas grandi. Je n'ai pas. Je crois qu'on vit pour ça. C'est le sens, un des sens profonds de nos existences. Merci pour cette richesse partagée tous les deux. Quelles sont les ressources que les gens peuvent aller vers pour poursuivre cette belle démarche-là? Vous avez vos livres, vous faites des séances, vous avez des ateliers, votre site Internet. Bref, je vous laisse nous présenter ces belles ressources-là. Alors, nous, on a tout un matériel sur notre site, santéglobale.org. On a des tas de livres, on a écrit 60 livres entre les deux. On a des enregistrements, on a tout, et puis on a des vidéos, on a une tonne de vidéos qui donnent aux gens des outils de santé et de prise en charge. On a par exemple les vidéos qui ne seront jamais supprimées. C'est parce que les vidéos tard sur YouTube, son compte a été supprimé. J'ai été censuré sur toutes les... Alors, j'ai mis ça sur le site. Donc, nous, on donne accès aux gens à des informations qui sont toutes axées sur le fait d'aider les gens à devenir souverains et indépendants. C'est ça l'axe. Donc, on a les livres, on a, etc. Et puis, on fait beaucoup de travail à distance, par WhatsApp notamment, ou Zoom, etc., pour faire des consultations aux gens et les aider soit en médecine holistique, soit en channeling, c'est-à-dire que nos guides ont une vision tout. Moi, je travaille avec les guides depuis un demi-siècle et je suis toujours émerveillé. Ils voient tout comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Et quand quelqu'un dit « Ah, c'est horrible, j'ai ci, j'ai ça », ils disent jamais quelle horreur. Ils disent « Ben voilà ce que vous devez apprendre à travers ça ». Et ils nous aident à voir justement la guérison des personnages qu'on a gardés bloqués dans les cadres. Et c'est vraiment palpitant parce que moi, ce qui m'émerveille, c'est que quand les gens donnent une information sur le passé, ça tombe toujours pile. L'autre jour, j'avais une dame, le guide lui dit « Il faut que vous libériez votre peur de l'eau ». Alors, elle reste comme ça parce qu'elle avait parlé à personne du fait qu'elle a peur de l'eau. Et le guide disait « Parce que vous êtes morte noyée ». Alors, ce que vous allez faire, c'est simplement aller à un endroit où il y a de l'eau, votre baignoire, vous mettez la tête sous l'eau, vous videz l'air, puis au lieu de prendre de l'eau, vous sortez la tête et vous respirez, vous dites « Ah, je ne me noie pas ». Donc, en faisant simplement ce geste plusieurs fois, elle libère la peur. Si je vais dans l'eau, ça y est, je meurs. Donc, nos mémoires, toutes nos peurs sont des mémoires, on peut les libérer par des outils qui sont simples. Ce n'est pas des choses très compliquées, il n'y a pas besoin de faire des années de thérapie intellectuelle. Oui, alors nous avons donc des vidéos. Moi, j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube et sur notre site parce que les miennes n'ont pas été supprimées du fait que je ne me suis pas vraiment attaquée au sujet qui fâche. Sensible actuellement, mais qui est en train quand même de voilà, devenir de plus en plus accessible. Voilà.
Alors, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, je donne toujours une formation dans une université en Italie. Je forme les masters qui sortent de l'université au chamanisme. Et cette année, ça va aller dans les. Ça va se passer au mois de mai, ça va faire là 3 ans. C'est une université exceptionnelle. Sinon, ben, on fait soit, comme tu as dit, un temps de channeling. Sinon, on travaille énormément sur les personnages intérieurs, justement. Les gens viennent, par exemple, pour dire à partir d'une question. Je suis avec un pervers narcissique. Qu'est-ce que vous percevez en moi? Qui est le personnage qui a ouvert la porte à ça? Pour quelle raison et pour devenir quoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas aller dans la haine, la dénonciation? Parce que ces dénonciations sur YouTube, à chaque fois que quelqu'un nous a fait mal, nous a égratigné, moi je trouve que ça pollue l'atmosphère terrestre. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de pleurer, mais il y a une différence entre pleurer un bon coup pour lâcher prise et d'en mettre une couche sur Internet, dénoncer des méchancetés, des méchanceries. Moi, franchement, quand je lis ça, justement, comme je suis dans la compassion, je ne juge pas, mais je sens la souffrance et ça me déchire à l'intérieur de moi-même et j'y mets une bombe du style. Oui, j'entends, tu ne sais pas encore comment faire autrement, mais tu es un être d'amour et je mets de l'amour là où tu ne sais pas encore faire et j'essaie d'éclairer le chemin de la personne que tu dénonces parce que c'est toujours une partie de toi. Un être humain, c'est un être qui fait partie de nous. On ne peut pas rejeter quelqu'un définitivement sans qu'on ne ressente un mal quelque part. C'est un mal qu'on ne sent pas dans notre monde, mais c'est un mal que l'on ressent au niveau de notre âme, parce qu'il y a une division, il y a un rejet. Nous ne sommes pas conçus pour nous rejeter. On peut rester dans cette ambiance-là le temps de se guérir, mais rappelez-vous, même surtout au moment de mourir, si on traverse le tunnel avec des telles charges, ça va nous bloquer et ça va nous amener un petit peu dans ce qu'on appelle le monde infernal du bas astral. Donc, aimer l'autre, c'est aussi aimer soi-même. Veiller sur l'autre, c'est surtout veiller sur soi-même. Donc, ma conclusion, c'est si vous avez une histoire qui revient, vous vous entendez pas avec votre mari, ou vous entendez pas, ou même que votre animal de compagnie a tel ou tel comportement, demandez de l'aide, demandez un éclairage. Et soit on fait par channeling, et là c'est les guides qui donnent, ou soit on fait par lecture d'aura ou lecture de personnages intérieurs. Et ça c'est rare, c'est pas lecture seulement du personnage. Et là on va vous dire c'est l'enfant des parents qui a été maltraité par la maman, qui en est à l'origine, ou c'est l'écolier qui a dans une école qui a fait ça, ou l'amoureuse qui, dans une histoire d'amour, a été déçue et s'est sentie abusée. À partir de là, hop, ça ouvre sur des expériences. Pour passer Et de la toutes les survie à la expériences vie. sont utiles. Et toutes les expériences sont utiles, même les douloureuses. Elles sont toujours utiles, elles servent toutes à quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qui nous tombe dessus et c'est gratuit et qui n'amène rien. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un Sortez semeur de de cette oreille. maladie au-dessus d'une ville qui dit toi, je t'aime pas la face, je t'envoie ça. Voilà, C'est c'est comme ça. faisons-en comme un trampoline sur lequel on rebondit pour pouvoir Voilà, s'élever à travers voilà. tout ça. Ne pas y rester, par contre. Ne pas y rester. Lâchez l'émotion, mais restez éveillé. Ouvrez le cœur. J'ai quelque chose à apprendre là-dedans. C'est très difficile. Je ne m'approche pas trop pour l'instant. Je m'accorde du répit, le temps de me guérir, de rencontrer d'autres expériences, d'autres personnes, mais je ne suis pas obligée de rester là à subir jusqu'à ce que maladie s'en suive. C'est pas bon non plus de faire Exactement. ça. Voilà. Alors, bien, merci tout le monde d'avoir été avec Merci. nous. Je vous invite à partager cette vidéo-là, mettre votre petit pouce si vous passez par ici, commenter. C'est une façon de contribuer à un plus large spectre pour mettre en évidence ce que Tal et Joanne amènent pour vous aider à transformer vos vies, à aller dans la légèreté encore plus. Et vous avez dans la description de la vidéo les liens des sites Internet de moi, de Tal et Joanne,
pour aller plus loin. Alors, merci les amis pour cette Merci. générosité dans vos Moi, partages. Je vous laisse le mot j'ajouterai en le mot de la conclusion fin. qu'on a un outil extraordinaire pour sortir des dépendances et de toutes les situations dans lesquelles ça bloque, c'est de rire. Parce que Oui. le rire, c'est extra. Dès qu'on se met à rire, les choses changent. On ne peut pas rester coincé dans une situation de souffrance, de dépendance, dès qu'on se met à rire. Et le rire sans raison est un outil merveilleux parce que quand on rit, notre corps fabrique toutes les hormones du bonheur, il fabrique même toutes les drogues illégales qu'il y a sur le marché. Le rire, c'est vraiment un instrument magique pour sortir des situations dans lesquelles on est coincé et oser retrouver la joie de vivre. Alors, nous allons nous séparer en éclatant de rire, tout simplement, en remerciant. Merci, j'adore. Bisous, bye bye. Tout bon, bonne fête de fin d'année, où que vous soyez. Bye bye. Et merci d'exister. Au revoir. Merci Lynn, merci infiniment Merci de ta joie de vivre. Merci. Quel bel éclairage.